Préparer un avenir résilient face aux catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles telles que les inondations deviennent de plus en plus fréquentes et n'ont rien d'exceptionnel. L'organisation en amont fonctionne de mieux en mieux, la mise en place s'organise rapidement, mais en ce qui concerne les interventions post-sinistres telles que l'assèchement technique, la désinfection, le traitement des moisissures, la rénovation, etc., toutes ces opérations ne sont pas envisagées et sont très souvent faites par des entreprises non professionnelles ou non averties, ce qui entraîne soit des détériorations qui auraient pu être évitées et cela surtout retarde le retour à la vie normale des sinistrés et ça a des conséquences beaucoup plus importantes encore lorsqu'il s'agit d'entreprises puisque ces rénovations mal faites peuvent entraîner la mort de l'entreprise et sa fermeture. Pour parler de ce sujet bien évidemment d'actualité, j'ai à ma gauche Jasminka Marcoux-Ursa qui est conseillère technique de Calicine, qui est une association qui regroupe des chefs d'entreprise intervenant après des sinistres incendies, dégâts des eaux, catastrophes naturelles. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Face à vous se trouve, je vais y arriver, où ai-je mis son nom? Le voilà. Charlotte Nittard, vice-présidente du GED, le GED qui est le groupement d'experts et d'intervention déchets post-catastrophe. Et puis Luc Baillet de Réseau A+. Alors Réseau A+, c'est un réseau d'acteurs civils et professionnels du bâtiment, de haute sécurité sanitaire et environnementale. Il va nous parler bien sûr peut-être de son réseau, mais également des architectes de l'urgence, qui sont ceux qui justement s'impliquent dans cette prise en compte des bâtiments, des entrepôts, du tertiaire, lorsqu'il y a effectivement une catastrophe naturelle qui s'abat sur un territoire. Alors peut-être une première question à vous, Jasminka. Qu'est-ce qu'on peut appeler notion d'urgence post-catastrophe? Voilà. En fait, lorsqu'il y a une inondation, ce que tout le monde a pu constater, ce qu'il y avait comme dégâts, tout ce qui se passe pendant la catastrophe ou juste quelques heures avant, tout ça est très bien cadré. De mieux en mieux cadré, on va dire. C'est-à-dire que les pompiers, la force civile, le bénévolat, tout le monde s'implique là-dedans. Le gros problème, c'est l'urgence qui arrive dès que les eaux sont parties. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui est organisé de façon à réduire, à raccourcir les délais de revenir à une vie normale. Que ce soit pour une entreprise, son activité, ou pour des particuliers, reprendre leur vie telle qu'elle était avant. Pourquoi il n'y a pas assez de rapidité d'intervention? Voilà, parce que très souvent, il faudrait que ce soit préparé très en amont de la crise. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un regard pour analyser tout ce qui s'est passé avant. Quelques chiffres seulement. On a en France 15 000 communes qui sont confrontées au risque d'inondation. Dans ces 15 000 communes, on a 300 agglomérations qui sont directement visées. Donc, ce qui veut dire que c'est un risque qui concerne énormément de monde en France. Et il faut qu'on a de plus en plus en France des PPRI, c'est-à-dire des plans de prévention du risque inondation. Et quand on est dans une zone inondable, pour bien faire, un chef d'entreprise ou des particuliers, c'est-à-dire aller vérifier à quel type d'inondation on est confronté. D'abord, est-ce qu'on est confronté à une inondation de plaine ou est-ce qu'on va être confronté à une inondation torrentielle? Et là, on va avoir, par exemple, deux possibilités de réagir. Soit on résiste, soit on cède. Et ça veut dire qu'en amont, on va préparer face à cette situation. Si on est en zone de plaine, par exemple, ou bien des risques de crues très lentes ou de nappes phréatiques, comme par exemple à Paris, on va mettre en place une stratégie de résister. Ça veut dire on va mettre des bâtards d'eau, on va fermer tout. Si on est dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé à Cannes l'année dernière, où on est dans des régions où on peut avoir des pluies torrentielles, là, au contraire, il faut laisser passer l'eau. Donc, on doit déjà préparer ça, avoir une visibilité là-dessus en amont. Et donc, il y a des statistiques, il y a plein de choses. Ensuite, le deuxième point, c'est face à ces risques-là, eh bien, il faut que les collectivités, les entreprises s'organisent de façon à répertorier les entreprises spécialisées en intervention
post-sinistre. Savoir dans la région sur qui peut-on compter pour intervenir dès que l'eau est partie. Parce que plus on va attendre, plus on va avoir des dégâts. Deuxième chose, les collectivités doivent savoir sur quel parc de matériel, de machines, ils peuvent compter. Et aussi, ils peuvent se dire, par exemple, telle entreprise, vous, en cas de crise, combien de machines ? Et ces entreprises vont aussi faire appel à d'autres entreprises en France, de façon à ce que quand la crise arrive, on peut dire que dans les 24 heures, on se retrouve sur la zone d'inondation avec des machines et pas uniquement des bras. Donc ça, c'est vraiment c'est en amont, c'est bien en amont. Alors, on va prendre un exemple. Vous parliez de plaine et de montagne, de plaine avec ce qui s'est passé, par exemple, en Seine-et-Marne, oui. Et puis de montagne, ce qui s'est passé à Cannes. On va prendre un exemple plus récent encore, en Corse. On va regarder quelques images. Et, les pluies des plus torrentielles se sont abattues le 24 novembre 2016 sur la Corse, avec, un témoin le disait, comme un torrent de pluie qui est descendu de la montagne sur, je crois, le quartier, enfin pas le quartier, la commune de Furiani, à côté de Bastia. Et on voit effectivement, voilà, des litres de boue et des tonnes de déchets sont à évacuer. On voit là les dégâts que ça crée. Je précise que c'est un petit film qui a été produit par France 3, enfin Corse. Donc il y a forcément des droits, ne serait-ce qu'intellectuels, alors non pas à leur reverser, mais à évoquer. Et on voit effectivement, voilà, donc 230 personnes sont employées dans ce magasin, et du coup, on se retrouve en total chômage technique. Oui. Est-ce que dans ce cas précis, on voit les montagnes corse au-dessus de Furiani, est-ce que dans ce cas précis, on aurait pu intervenir, comme vous le disiez, enfin intervenir, anticiper, pour intervenir plus rapidement et permettre à ce magasin de reprendre son activité via Stella, voilà, François Corse via Stella, reprendre son activité rapidement. Oui, parce qu'une fois que ce qu'on a vu quand on a évacué les boues, déjà il y a la façon d'évacuer les boues. La haute pression, par exemple, n'est pas toujours recommandée. Et là, on est vraiment dans la technique parce qu'on va pulvériser des matériaux qui sont déjà fragilisés. Donc, il y a une méthode pour évacuer les boues. Ensuite, il faut savoir si on n'a pas eu, et là on en discutera sur les déchets, s'il n'y a pas eu des déchets chimiques, des bouteilles voilà, qui ont été déversées. Donc, des entreprises spécialisées ont une méthodologie pour enlever ça. Et dès qu'on a fini d'évacuer les boues, la première urgence, c'est de mettre des appareils de déshumidification ou de déshydratation. Assécher. Assécher, mais pas... lorsqu'il y a une inondation, trop souvent, différents intervenants disent, écoutez, maintenant, voilà, on a évacué, on a désinfecté, et maintenant, vous laissez les fenêtres et les portes ouvertes, et ça va sécher, ce qui est un non-sens. On est dans un bâtiment qui a un taux d'humidité très élevé, tout est inondé. À l'extérieur, les terres sont saturées d'eau, donc je ne vois pas comment ça peut sécher. Il faut absolument mettre un assèchement technique. Et lorsque on donne des délais parfois de 6, 8 mois, voire 1 an, avant de pouvoir réintégrer des lieux qui ont été inondés, si on fait un assèchement technique, ce temps va être réduit parfois 1 mois, 6 semaines. Et là, pour des sinistrés, ça leur permet de se projeter rapidement dans une optique de revenir à une vie normale. Autrement, 6 mois, 1 an, vous imaginez tout ce que ça peut faire comme dégâts, que ce soit dans une entreprise ou dans une famille. Luc Baillet, parlez-moi des architectes de l'urgence. Oui, les architectes de l'urgence, justement, sont nés en 2001, les pieds dans l'eau, puisque c'est l'époque où Abbeville a été inondée, et on peut le dire ici, les architectes de l'urgence l'ont dit après, pour éviter l'inondation de Paris. C'est quand même, on a maintenant des preuves qu'effectivement, on a inondé Abbeville pour éviter l'inondation de Paris. Ceci dit, les architectes sont nés parce qu'ils ont attendu 15 jours, 3 semaines, les experts d'assurance. Et devant l'amplitude de la situation, sont plusieurs à avoir déclaré on va effectivement faire architecte des assurés. Ils avaient autour d'eux des assurés qui avaient les pieds dans l'eau. Donc c'est né effectivement d'une inondation. Ceci dit, très vite après, il y a eu d'autres événements, et je prendrai uniquement un événement particulier, AZF, où là on avait la catastrophe technologique, pas naturelle, mais on peut penser que c'est les deux-là. Et avec AZF, on se rend compte qu'il n'y avait plus de moyens de communication. On est en 2001, il y avait quand même déjà des téléphones portables.
mais téléphone portable, les antennes, pas de téléphone portable, pas de téléphone filaire. Qu'est-ce qui restait effectivement pour pouvoir organiser et donner un avis sur, vous savez, il y a quand même eu 10 000 blessés, un nombre impressionnant. On peut assimiler ça, bien sûr, on peut extrapoler sur une situation naturelle, c'est pareil, quand les lignes téléphoniques... bien sûr. Voilà. Donc, l'expérience française, après, bien sûr, sera exportée. Ce qui s'est passé, c'est que les architectes de l'urgence sont, pour certains, à Toulouse, étaient des motards. Et donc, on a mis un architecte derrière un motard, association des motards en colère. Et c'est les seuls qui avaient encore de la CIBI qui fonctionnait. Et donc, avec la CIBI, on a mis à côté de la sécurité civile un poste architecte de l'urgence avec une antenne CIBI. C'est tout simple. Et on a fait la relation. Les architectes ont été faire les diagnostics dont on parle, alors plus structure que état des lieux, mais surtout la structure, ce sont des bâtiments ça a qui étaient soufflé énormément. Ça a soufflé, donc le souffle technologique a fait. Et on a effectivement donné des avis tout de suite pour dire ce bâtiment-là, il faut en sortir, évacuer, parce que bien sûr, il n'y a pas de risque de séisme supplémentaire, mais le bâtiment lui-même va vivre, et à force de nettoyer ou d'essayer d'intervenir, on risque d'avoir des effondrements. Et je fais le lien tout de suite avec Réseau A+, c'est qu'en même temps, on a dit, attention, il y a les polluants du bâtiment qui ont été déversés, puisque les matériaux ont été explosés, et ce qui était acceptable, notamment pour l'amiante. Il y a du plomb aussi, d'autres matériaux dangereux. Je pense à du mercure, je pense à du pyralène, etc., qui étaient déversés. On va commencer à nettoyer. Et en fait, tout de suite, il faut se préoccuper de l'accident chimique. Et ça, effectivement, c'était pas forcément la priorité. Sa priorité, c'était... Et donc, les architectes ont dit, oui, on connaît, on est des généralistes du bâtiment, on peut donner un avis et aider, parce qu'il y avait une centaine d'équipes quand même qui se sont déplacées, démultiplier d'une façon technique les avis de la sécurité civile. Et donc, voilà comment est né un petit peu l'architecte de l'urgence. Et depuis, alors j'excuse bien sûr Patrick Colombel, le fondateur, puisque maintenant c'est une fondation qui a été soutenue par l'Ordre des architectes. Et cette fondation intervient à l'international. Donc là, effectivement, Haïti, Népal, Philippines, c'est tous les grands séismes, catastrophes naturelles qui sont à chaque fois soutenus par des dons qui arrivent à l'architecte de l'urgence pour aller organiser l'urgence et surtout maintenant après la reconstruction avec des procédés et des avis technologiques pour essayer de faire avec des matériaux locaux et naturels des méthodes antisismiques. Voilà pourquoi architecte de l'urgence. Alors, bien sûr, quand on parle de catastrophes naturelles, on parle, vous l'avez dit tous les deux, de déchets. Le groupement d'experts et d'intervention déchets post-catastrophe, le GED, est là pour nous éclairer aussi sur la façon de prendre en compte ces déchets. Le GED qui a été créé en 2006 par la FNAD, la FNSEA, FEDEREC, l'ADEME et l'association Robin des Bois. Que fait-il le GED exactement ? Alors le GED, donc sa vocation, c'est une association à but non lucratif. Sa vocation, c'est d'améliorer la prévention et la gestion des déchets post-catastrophe. Et quand en 2006, le GED a été créé, c'était un enjeu qui était assez peu connu et assez peu pris en compte, avec des pratiques assez radicales d'évacuation des déchets bruts sans prévention, sans tri. Et donc il y avait beaucoup de choses à faire. On a commencé en 2007 par faire, donc le GED post-catastrophe et l'association Robin des Bois, un rapport qui s'appelle Déchets post-catastrophe, risques sanitaires et environnementaux. Et ce rapport faisait un état des lieux, des pratiques à la fois en France et surtout à l'international, parce que vous avez des pays comme par exemple les États-Unis où il y avait une culture du risque et de la prévention des déchets qui était beaucoup plus avancée. Après, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2008 et on a saisi cette opportunité pour porter ce sujet déchets post-catastrophe au niveau national. Et il y a eu des améliorations réglementaires suite à ça, dont je vous parlerai après. Et en 2010, on a fait un rapport Xynthia sur les déchets, la gestion des déchets suite à Xynthia. Ce qu'on note tous, vous avez cité les membres fondateurs du GED, ce qu'on note, et puis les industriels du déchet dans leur ensemble aussi le notent, c'est que, et les collectivités bien entendu, c'est que suite à une catastrophe, en quelques minutes ou quelques secondes parfois, vous avez une quantité de déchets absolument astronomique qui est créée et qui peut représenter entre 5, 10 et 15 fois la production annuelle de déchets d'un territoire. Et ces déchets sont mêlés, sont compliqués à gérer puisqu'ils sont souvent mélangés à de la boue ou à des gravats. Et il est indispensable d'avoir anticipé, puisque les catastrophes, il y en a de plus en plus. On sait que les territoires sont vulnérables, les zones à risque sont identifiées. Il y a malheureusement aussi
parfois des catastrophes dites naturelles qui pourraient être qualifiées d'artificielles tant elles ont eu lieu sur des territoires où le risque était prévisible, mais malheureusement il y a eu de l'urbanisation. Donc il s'agit sur ces territoires d'améliorer la prévention, d'anticiper, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir une catastrophe un jour ou l'autre, quoi qu'on en dise et quoi qu'on espère. Donc essayer d'anticiper pour réduire la production de déchets, de manière à éviter qu'en quelques secondes il y ait un anéantissement finalement d'efforts de prévention et de gestion des déchets faits par les collectivités et l'ADEME depuis des années voire des décennies. Donc la prévention c'est à la fois l'information bien entendu. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi la réaction pendant la crise et l'évacuation et le traitement des déchets. Donc prévenir, réagir, rétablir. C'est ça. Donc le GIEC post-catastrophe a élaboré des guides sur le thème inondation, sur le thème séisme, sur également les incendies industriels, sur les feux de forêt et les cyclones. De manière à justement diffuser cette culture prévention et réaction à l'attention des particuliers, des collectivités locales et des industriels. Alors, on essaiera de montrer ce livret si vous en avez apporté, je crois que c'est le cas. Il y a aussi, Yasminka, un aspect important, c'est pour une entreprise, qu'on se focalise un peu sur l'entreprise, parce qu'on est dans un salon B2B, voilà pourquoi, mais effectivement ça peut concerner aussi bien évidemment les particuliers, c'est tout ce qui est documents stratégiques. Les archives d'une entreprise, sa comptabilité, son fichier client. Là aussi, c'est tout bête, mais il faut à un moment donné, alors, sauf si c'est sous l'eau et complètement dispersé, ça devient un déchet, et là, il faut le traiter. Mais j'imagine qu'il y a aussi ce type d'intervention presque urgentissime dans les premières minutes. Oui, bien sûr. Parce qu'on comprend très bien que des archives, du papier qui a été mouillé, si on ne s'en préoccupe pas dans les heures qui suivent, ça va moisir. Ça se délite, c'est foutu. Et donc, beaucoup d'entreprises, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, ne peuvent plus fonctionner sans ça. Juste un petit chiffre, 70% des entreprises ferment après un sinistre, que ce soit un incendie ou un dégât des eaux. 70%, c'est absolument énorme. Donc, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour les aider à reprendre une activité normale, voilà, ça va s'aggraver. Donc, pour les archives, par exemple, c'est très simple. Ce qu'on peut mettre en place, donc il y a des tas, ça peut se décliner avec différents niveaux, mais la première chose, les archives, on va, alors encore une fois en amont, c'est bien aussi que le chef d'entreprise qui est dans une zone inondable sache toujours où sont ses archives prioritaires, celles qui le sont moins et celles finalement dont il n'a pas besoin, parce que c'est pas la peine de payer voilà, pour des choses qu'on jettera finalement. Donc une fois que, voilà, si ça il a pu le faire, ensuite la première chose c'est qu'on va rincer très délicatement les archives qui sont pleines de boue, pour éviter, pour enlever un maximum de boue acide qui risque d'attaquer le papier. Et ensuite, directement, on va congeler les archives. Alors quand vous dites on, ce sont les entreprises du secteur. Spécialisées. Et ça, c'est un secteur qu'on connaît mal. Est-ce que je pourrais avoir quelques chiffres, quelques données sur ce secteur, sur ces entreprises qui se spécialisent dans ce traitement post-catastrophe? Voilà, ces entreprises ne sont pas connues du public. En France, c'est pas connu. Vous allez aux États-Unis, tout le monde connaît une entreprise qui fait de l'assèchement, qui intervient après sinistre incendie. En France, non. C'est très... on va dire c'est très secret. En France, on a 15 000 communes en zone inondable sur les 36 000. Oui. Ça vous donne une petite idée de... justement, le risque d'inondation est le risque majeur en France. Ouais. Donc en fait, ces entreprises qui font de l'assèchement technique, et j'insiste bien sur le technique, c'est pas on arrive, on pose un appareil et puis on s'en va. Il faut vraiment faire ça dans les règles. Donc ces entreprises, eh bien, elles sont habituées à travailler dans l'urgence. Donc les catastrophes naturelles, les inondations, c'est un risque qu'elles savent gérer. Par exemple, sur Cannes, une des entreprises de Calicine qui était concernée par ça, dans les heures qui ont suivi, le téléphone a commencé à sonner et dans les 3 heures, il y avait déjà 2 équipes qui intervenaient. Donc voilà, on est habitué à l'urgence, on sait gérer et il faut vraiment prendre... Et ce sont des entreprises aussi qui connaissent les risques, donc les opérateurs sont protégés. On connaît aussi le problème des déchets, donc on connaît le problème de l'amiante.
Donc, par exemple, on ne va pas attaquer en lessivage un mur avec de la haute pression, parce que si ça se trouve, c'est un mur à enduit avec un enduit amiante, et avec ça, on va en mettre partout. Donc, c'est vraiment des gens spécialisés. Et par exemple, pour le traitement des archives, ces entreprises ont des méthodes pour pouvoir congeler très rapidement les archives. Une fois que les archives sont congelées, on a stoppé la prolifération des bactéries. On a vraiment, c'est le cas de le dire, gelé la situation. Et après, on a la possibilité, alors, de prendre son temps pour assécher les archives, alors, soit avec des déshydrateurs sur des étagères, ou bien par une méthode qui s'appelle la cryolyophilization. Sachant aussi que maintenant on est quand même à l'heure du numérique et qu'on a beaucoup de backup qui est fait sur... mais c'est aussi pour un chef d'entreprise, une précaution à prendre de faire de la sauvegarde de ces données sur des serveurs distants de manière à ce que si son ordinateur... Il y a des choses... par exemple, sur Cynthia, on a... asséché 3 km d'archives au Conseil général. Voilà, oui. Non, je ne dis pas que le papier est mort. Je dis juste qu'on a heureusement la chance de pouvoir faire un peu de... Avant que vous interveniez sur cette question-là, je voudrais revenir sur les 15 000 communes en zone inondable en France. Vous êtes architecte. Oui. Comment c'est possible? Alors, je sors un peu du débat, mais... Oui, on peut faire un point vite fait, même si je suis pas urbaniste, donc je botte un petit peu en touche. Les plans d'urbanisme. À l'époque, on a eu des débordements de crues de rivières qui existaient. On va dire, on va reprocher à moins 50 ans. D'accord? On peut faire le saut. La reconstruction a pris en compte certainement des habitudes, puisqu'on a quand même eu une césure dans la connaissance, et on a fait de l'urbanisation. L'après-guerre, c'est quand même quelque chose qui était assez violent pour l'urbanisme. Et donc, on a peut-être construit dans les endroits, dès ces années 50, où on construisait par avant, puisque la reconstruction, c'est pas forcément construire au même endroit. Mais par contre aussi, il ne faut pas oublier que l'urbanisation a donc développé une imperméabilisation des sols, si on parle de ça. Donc ça, c'est très clair et c'est rapide. Pas seulement les routes, évidemment, mais l'imperméabilisation des sols. Donc le système constructif, et je ne parle pas aussi des espaces verts, des pelouses, c'est pareil. L'imprégnation, à l'époque, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on parle de nouveau d'imprégnation. On revient à des systèmes avant où l'eau va s'imprégner. Pour mémoire, énormément de corps de ferme n'avaient pas de gouttière. L'eau s'imprégnait dans le sol. Besoin. Non, pas besoin. Non, mais c'est même pas ça. On n'avait pas besoin de gouttières. On interdisait les gouttières parce que l'eau tombait au sol et venait s'imprégner et venait solidifier, humidifier les fondations. Dès lors, on a mis des gouttières. L'eau était évacuée et le sol il se fissure. Donc c'est une des réponses. En tant qu'architecte, c'est vrai que c'est étonnant, mais beaucoup de corps de ferme n'avaient pas besoin d'évacuer l'eau. L'eau était gérée sur place. Si on transforme ça avec, bien sûr, l'urbanisation, on peut avoir une réponse. On va essayer d'évacuer l'eau dans une centrale d'évacuation. Ça, c'est catastrophique. On revient aujourd'hui, les réponses qu'on donne aujourd'hui, on va stabiliser, on va tamponner pour avoir de l'eau qui va rester sur place. Voilà. Donc, mais je voulais faire un petit point sur pourquoi ces entreprises ne sont pas connues. Parce qu'en tant qu'architecte, moi, je ne connais pas ces entreprises. J'interviens, je construis le bâtiment, je fais la rénovation, mais je ne travaille pas du tout dans le sinistre. Et il faut dire aussi que ces entreprises ne sont pas des entreprises du bâtiment. Voilà, c'est simple. Ces entreprises viennent du nettoyage. On a aujourd'hui, avec Mme Barcourt, effectivement, un débat sur quelle est la place réelle de ces entreprises. Et le préfet ne les connaît pas. Le préfet, s'il connaît les entreprises de bâtiment, quand il a un immeuble menaçant ruine, il va appeler, il a le droit d'intervenir, il va appeler une entreprise de bâtiment, un démolisseur, une entreprise de bâtiment, un maçon. Là, il peut connaître des listes, on a des référents. Pour les nettoyeurs et les décontamineurs, c'est pas du tout les entreprises du bâtiment. Donc on a effectivement une césure aujourd'hui entre ceux qui interviennent en cas de sinistre, qui sont vraiment un monde à part. Alors je pense que les passerelles sont lancées, il faut qu'on puisse communiquer, mais l'architecte, il n'a pas du tout l'habitude, si on lui demande son avis, il connaît absolument aucune, à part si lui-même a été confronté à un sinistre. Mais professionnellement, il n'y a pas de lien. C'est en train de s'établir. Oui, sur le développement de l'urbanisation, il faut aussi noter que les gens veulent être proches des rivières, veulent être proches du littoral, et qu'il y a une pression et que les maires ne savent pas assez résister à cette pression de l'urbanisation. Et leur responsabilité peut être mise en cause, comme ça a été le cas pour Xanthia, absolument. Donc ça, c'est à prendre en compte. D'autre part, parfois vous avez des dispositifs dits de maisons sur pilotis pour justement résister aux inondations. Mais on voit que passé quelques mois, quelques années, finalement sous les pilotis, vous avez un garage qui s'installe et puis au bout de quelques années, vous avez des portes qui sont mises. Donc finalement, c'est plus du tout une maison sur pilotis. Ça, c'est important. Et il y a beaucoup certes d'industriels ici, mais il y a aussi à noter l'intérêt, bien entendu, des collectivités. Et les collectivités et
les industriels ont tous intérêt à anticiper et avoir des plans de prévention et des plans de continuité pour faciliter le retour à la normale. Et c'est pour ça que la prévention et la diffusion des informations est absolument capitale, puisque plus vous avez anticipé sur qu'est-ce que vous allez faire pour réduire ce qui va être dans l'eau ou ce qui va être détruit par le cyclone ou par le feu de forêt, et plus vous avez anticipé sur qu'est-ce que vous allez faire des déchets, plus rapidement vous allez pouvoir reprendre votre activité. Et effectivement, on sait que des industriels qui ont été touchés par des inondations et qui après ont mis en place des plans de continuité, de mise hors d'eau de leur matériel ou de leur stock, quand ils sont touchés par une deuxième inondation, peuvent beaucoup plus rapidement reprendre leur activité et les coûts sont considérablement réduits. Alors, si on fait un point d'étape à cet instant du débat, on entend dire que ces entreprises ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas reconnues comme entreprises du bâtiment. Donc là, il y a un travail à faire de lobbying auprès des pouvoirs publics. Sur les 15 000 communes en zone inondable, je crois qu'il n'y a plus rien à faire puisque ça a été construit. Donc maintenant, il faut, je dirais, la pression foncière, l'étalement urbain fait que maintenant, on ne peut pas résister à ça. Donc j'essaie de trouver des pistes plutôt positives. Il y en a une sur la réglementation avec le fait qu'on a autorisé des zones temporaires de stockage de déchets qui peuvent être, elles, au sec un peu plus loin et qui permettent d'évacuer rapidement des déchets, parfois des déchets dangereux. Absolument, vous avez eu la création d'une rubrique installation classée pour la protection de l'environnement, la rubrique 2719, qui a instauré des sites de stockage temporaire de déchets consécutifs, soit des pollutions maritimes et fluviales, soit des catastrophes naturelles, avec deux types de stockage, les stockages de niveau 1 ou 2 en fonction de leur proximité avec le lieu du sinistre. Ce qui évite, oui, excusez-moi, oui, je finis juste, ce qui évite, si vous voulez, un travers qu'on constatait dans le passé, c'est-à-dire des sites dits provisoires qui finalement s'éternisaient, devenait définitif avec un impact sur les eaux, sur les sols et sur la biodiversité. Alors, les entreprises du secteur ont accès à ces zones temporaires de stockage ? Oui. Oui. D'accord. Oui. Mais bon, après, il y a aussi, tout se fait dans l'urgence. Et si on n'a pas, tout ça n'a pas été prévu par la collectivité auparavant pour savoir exactement ce qu'on va faire et à quel moment, c'est-à-dire c'est urgent, mais il est urgent de ne pas se presser. Donc justement, ça a été une des autres avancées de la réglementation, c'est que maintenant dans la planification déchets, les plans de prévention et de gestion des déchets, vous avez l'obligation d'avoir une identification des lieux de stockage en fonction justement, parce qu'il faut que ces lieux ils soient proches des sinistres, mais il faut aussi qu'ils soient toujours accessibles, parce que des fois c'est les routes qui sont coupées, et puis aussi une identification donc de ces sites intermédiaires et des sites de traitement, puisque on a vu par exemple dans Xintia, vous aviez un incinérateur qui était les pieds dans l'eau, une déchetterie qui était inaccessible, donc identifier les sites d'évacuation après. Ça demande d'avoir réfléchi avant, aussi la planification, et aussi à destination des industriels et des particuliers pour qu'immédiatement il y ait les bonnes consignes qui soient diffusées. Faites-moi passer les petits livrets, je vais les montrer à la caméra. Donc vous avez, je le disais, enfin vous le disiez plutôt, édité, il y en a encore un, non ? Non, alors ça c'est les bon. 3 guides d'inondation, sinon il y a sur les autres thèmes que je vous ai cités, feu de forêt, voilà, cyclone, vous avez incendie. édité effectivement 4 livrets, inondation, on le voit celui-ci, feu de forêt, donc incendie, cyclone, accident industriel aussi. Oui. Donc 5 et séisme. Et séisme. Donc dans ces livrets, ce qu'on dit finalement, c'est on explique un peu si vous êtes en zone inondable, quels sont vos devoirs, quels sont vos droits aussi. On parle aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, c'est ça hein ? C'est bien ça. Donc 3 livrets pour chaque typologie de catastrophe. Je lis, votre établissement est-il prêt ? Les sources d'information, où se renseigner sur les risques avant l'inondation, j'imagine forcément qu'après c'est l'alerte, et puis après l'inondation, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prévenir, réagir, rétablir. Si on va maintenant sur le terrain du coût, parce que tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire qu'une collectivité, une entreprise, un particulier même, qui voudrait se prémunir, il faut qu'il installe quelque chose. Alors vous dites, on peut faire barrage, on peut laisser passer l'eau, donc il y a des aménagements à faire. Vous deux, sur ce sujet-là, quel coût ? Non, c'est difficile de dire quel coût, mais qui assume le coût ? Oui, c'est difficile de dire quel coût, mais en ce qui concerne tout ce qui vient pendant la crise, enfin tout ce qui est assèchement, désinfection, etc. Donc tout ça, c'est pris en charge par les assureurs.
si on est déclaré en catastrophe naturelle. Donc, bon, le problème, c'est que ça met parfois un peu trop de temps. Que les expertises prennent un peu de temps, et puis aussi que certaines choses, par exemple, quand on fait la reconstruction ou la rénovation, il existe des préconisations du gouvernement, mais qui ne sont pas connues, que peu de gens mettent en œuvre, même si on fait une reconstruction soi-même ou une rénovation. C'est par exemple utiliser certains types de matériaux quand on est en zone inondable, de façon à ce que si une autre inondation arrive, et elle viendra, eh bien, qu'il n'y ait pas les dégâts qu'on a eu. Oui, mais moi, Yasminka, je parlais du coût de l'aménagement avant la catastrophe naturelle. Oui, ça c'est à la charge de chaque des entreprises et des particuliers qui doivent... Si je peux me permettre, effectivement, oui. le coût, on parle souvent entreprises, intervenants, experts, etc. Il manque un maillon de la chaîne, c'est la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, justement, qui se sensibiliserait à ces sinistres, pourrait dire en amont, voilà comment il faudrait faire. Et c'est pas aux entreprises de faire cette préconisation. Et que ça soit aux communes ou aux particuliers, c'est compliqué. On a une zone qui est apparemment reconnue comme inondable. Il faudrait effectivement qu'il y ait la capacité de chiffrer, de programmer un certain nombre de choses. Mais donc ça, c'est un problème de conception. Ça peut pas être demandé aux entreprises. Et là, c'est un maillon faible aussi. La maîtrise d'œuvre en sinistre n'existe quasiment pas. Et donc, bien sûr, les pompiers les services civils font leur intervention quand il y a un sinistre, mais avant et après, ça existe quasiment pas. Et je pense que le problème du coût ou du surcoût, je prendrai un cas particulier puisque l'association Raso A+, travaille essentiellement sur les polluants du bâtiment, notamment sur l'amiante, il faut dégager le coût du surcoût. Imaginons qu'un particulier ou un ensemble de particuliers ait un sinistre, dégâts des eaux, incendie ou quoi que ce soit au feu de forêt, et donc on va reconstruire un bâtiment et l'expert va dire, voilà, vous étiez une maison en bois, en briques, et puis on va refaire les 3 petits cochons, on va refaire la maison en paille, en briques et en bois. Des fois, on a des polluants du bâtiment ou notamment sur l'amiante, les toitures ou les couvertures, qui, depuis des générations, c'est là. Et l'assureur rechigne à payer le surcoût lié à ça. Parce que des fois, on est 30-40% du coût s'il n'y avait pas eu d'amiante. Or, ce surcoût-là, il est demandé aux assureurs et aux assurés de le prendre en charge. Réseau A+, dit depuis des années, ce surcoût qui est identifié devrait être pris en charge par l'État. Et c'est l'État qui a décidé d'eux. L'assurance rechigne fortement à prendre. Est-ce que l'assurance, dans la proposition de police qu'elle fait à l'entreprise ou aux particuliers, prend en compte le risque d'inondation? Inondation. Oui, le risque d'inondation, il y a une surprime, oui. Oui, et puis si on est déclaré en catastrophe naturelle, il faut attendre vraiment le décret de catastrophe naturelle. Non, mais je parle là encore avant. Non, là c'est... Alors quand vous êtes en zone inondable, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de concertation et qu'il n'y a rien qui est planifié. Mais ça coûte toujours moins cher quand même si c'est un investissement de le faire avant que d'avoir à gérer après. Oui. Et il y a un peu un mythe sur l'état de catastrophe naturelle. Il y a beaucoup trop de gens, quels qu'ils soient, qui considèrent que c'est bon, du coup ils seront remboursés. C'est pas vrai, ils ne sont pas remboursés à tout. Et la gestion des déchets, l'évacuation des déchets, elle n'est pas couverte par les assurances. Alors, on arrive au terme de cette émission. La conclusion, finalement, c'est que tous les acteurs ont besoin de se mettre autour de la table, que ce soit effectivement des entreprises spécialisées dans la gestion post-catastrophe, des entreprises qui gèrent les déchets, des architectes, des assureurs, des collectivités locales, tous ceux qui devraient à un moment donné dire on prend le problème à bras-le-corps, puisqu'on le sait, malheureusement, le réchauffement climatique que nous vivons aura des conséquences assez désastreuses dans les années à venir en termes notamment d'inondations, de pluies torrentielles avec des épisodes pluvieux. On le voit quand on regarde la météo, c'est maintenant de plus en plus régulier. Merci d'être venu nous sensibiliser à cet aspect des choses. Bonne fin de salon à vous et on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur Pollutech TV.